Les républicains veulent renvoyer tous les émigrés dans leur pays. Ils disent qu'ils sont à l'origine de tous nos problèmes. Mais de quels problèmes parlent-ils? L'économie est bien portante. En Floride, nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Le rêve américain, un mythe qui depuis 200 ans fascine les immigrés du monde entier. Jamais un pays n'a accueilli autant de races, autant de cultures différentes. Ici, l'immigration n'est pas considérée comme un fléau, mais au contraire comme la première richesse des États-Unis. Quand nous sommes venus aux États-Unis, ce n'était pas pour nous installer. Mais avec le temps, nous sommes devenus des Américains à part entière. Vous êtes plus acceptés. Finalement, on sent que c'est un pays qui est fait des migrants. Si on n'avait pas eu la chance d'émigrer, jamais nous ne serions devenus ce que nous sommes. Les États-Unis m'ont donné ma chance et je me devais de réussir. J'ai toujours pensé que les États-Unis étaient le pays de la liberté. Au nord des États-Unis, à la frontière canadienne, le Dakota. Une terre d'immigration peuplée au début du siècle par des Allemands et des Scandinaves. Mais depuis 20 ans, ce sont des Indiens qui viennent s'y installer. Dans cette région rurale, les médecins sont rares. Ils préfèrent exercer en Californie ou en Floride. Une pénurie qui a conduit des jeunes médecins diplômés de l'université de Bombay à venir exercer ici, dans ce coin très reculé de l'Amérique. C'est le cas de Rup Nagala. Il a repris en main un petit hôpital qui allait fermer. Avant qu'il ne débarque à Oaks avec son épouse, les patients devaient se rendre à 200 km de là pour consulter. J'ai fini mes études de médecine et j'ai fait ma spécialité en Inde. Ensuite, je suis venu dans l'Illinois où j'ai passé une équivalence. Mon frère travaillait déjà aux États-Unis comme généraliste depuis 1968. C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a poussé à venir, ce que j'ai fait en 1975. Après l'ouverture de leur clinique, les Nagala ont créé d'autres antennes médicales dans une dizaine de petites villes des alentours. Chaque jour, Vani Nagala parcourt 300 km sur les routes difficiles du Dakota du Nord. Ici, l'hiver est très long et très froid. Un climat très difficile quand on a grandi en Inde sous un climat tropical. Ça a été vraiment un très grand choc quand on est arrivé ici. Honnêtement, j'ai mis un bon moment avant de m'adapter. Quand ils sont arrivés dans le Dakota il y a 18 ans, les Nagala, de par leurs origines, étaient considérés comme des médecins de second ordre. Passé la méfiance, le couple de médecins fait aujourd'hui l'unanimité. Je suis vraiment contente de travailler avec eux. Ils nous traitent tellement bien. Moi, franchement, je ne sais pas si j'ai jamais été aussi heureuse de travailler pour un docteur avant de connaître les Nagala. Au cœur de cette Amérique profonde, plus personne ne se souvient que les Nagala sont nés à Bombay. Leur blouse blanche et leurs compétences ont suffi à faire oublier qu'ils sont des immigrés. Pour le seconder, Rup Nagala a cherché à embaucher de jeunes médecins américains, mais il n'a trouvé personne. Faute de candidature, il a fait venir des confrères indiens et jordaniens. Aujourd'hui, tous sont des notables de la ville. Le docteur Vani et le docteur Rup sont tous deux très impliqués dans la vie de notre communauté, et pas seulement dans le domaine médical. Par exemple, le docteur Vani fait partie du conseil d'administration de l'école. Elle a d'ailleurs été la première femme élue à ce poste-là. Je suis sûre que si j'étais restée en Inde, je ne me serais jamais investie autant. Pour moi, participer activement à la vie sociale me donne un sentiment de grande indépendance. En tant que femme ici, mes compétences sont reconnues, ce qui n'aurait pas été possible en Inde.
Les Américains m'ont offert la chance de venir ici et ce n'est pas évident d'émigrer dans le plus grand pays du monde. Mais à partir du moment où vous venez vous installer, il faut que vous apportiez quelque chose en retour. Il faut savoir se montrer digne dans votre comportement, dans votre manière de vous habiller ou de travailler. On n'est redevable de rien, bien sûr, mais on a à cœur de faire quelque chose de bien pour l'Amérique. À des milliers de kilomètres de là, sur la côte Est, le New Jersey. C'est là qu'est implantée AT&T, la première compagnie de téléphone américaine. Les cerveaux, AT&T est allé les chercher chez les immigrants. C'est le cas de Mario Szegedy, un Hongrois. Brillant mathématicien, il a fait ses études tout d'abord à Budapest, puis à l'université de Chicago. C'est là que les recruteurs d'AT&T l'ont débusqué et recruté pour son intelligence exceptionnelle. Personne ne s'est intéressé à ses origines. Quand je suis arrivé ici, les communistes étaient encore au pouvoir en Hongrie. Alors, bien sûr, les États-Unis représentaient pour moi d'abord le pays de la liberté. Mais je n'étais pas pour autant à la recherche du rêve américain. Je n'avais pas une idée romantique de l'Amérique. Je suis avant tout un mathématicien ennuyeux qui est à l'aise uniquement avec des chiffres et qui veut juste inventer des théorèmes. Je voulais simplement pouvoir me consacrer à mon travail en ayant l'esprit totalement libre. Il y a 6 mois, les Szegedy ont eu un fils, Michael. Il est le premier et l'unique citoyen américain de cette famille hongroise. Un petit Américain qui plus tard devra souvent répondre à la question rituelle « D'où viens-tu » Être américain à 100% ne veut jamais rien dire en soi. Ici, on vous demande toujours d'où vous venez. Quelles sont vos racines? Quelles sont vos origines? Certains disent avoir 10% de ceci ou 10% de cela dans les veines. 25% de français, 50% d'allemand. Moi, je dis je suis hongroise à 100%. Comme chez tous les nouveaux immigrants, les souvenirs du pays d'origine restent rangés sur une étagère à portée de main. Ma famille me manque. Ce serait idéal si mon père, ma mère et ma sœur pouvaient vivre ici. Ils sont tous venus en mai à la naissance du bébé. C'était vraiment génial. Quand ils sont repartis, je n'ai pas arrêté de pleurer pendant 2 ou 3 jours. Mais d'un autre côté, je sais que ce ne serait pas bien de retourner là-bas. 50% des chercheurs et scientifiques américains sont nés à l'étranger. Dans le restaurant de l'entreprise, on ne parle qu'anglais, mais avec 6 accents différents. En Hongrie, j'étais l'un des mathématiciens les plus doués de mon pays. Mais ici, j'ai la sensation que j'apporte quelque chose à la société qui m'a embauché. Je veux leur prouver qu'ils ont eu raison de me faire confiance, au point qu'ils ne pourront plus se passer de moi. Nous sommes déterminés à être les meilleurs dans le domaine de la recherche scientifique, de la connaissance. Nous recherchons toujours les meilleurs, d'où qu'ils viennent. Cette tendance à aller chercher les cerveaux là où ils sont est aujourd'hui possible grâce à Internet. Les spécialistes sont tous en relation les uns avec les autres grâce au réseau. Les chercheurs d'une même discipline peuvent communiquer entre eux. C'est, je pense, la meilleure réponse qu'on puisse apporter au discours nationaliste. En fait, c'est une attitude très saine. Direction à présent la côte ouest. Ce groupe de rock sino-californien est en fait une bande d'amis. Tous hommes d'affaires que la musique réunit après le travail, une fois par semaine. À la guitare, c'est John. John Tu, le PDG de Kingston Technology. Fondé il y a 10 ans par John Tu, originaire de Taïwan, Kingston est aujourd'hui le leader mondial sur le marché des mémoires et processeurs pour ordinateurs personnels.
Partie de zéro, l'entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. En matière de réussite à l'américaine, un modèle du genre qui rappelle qu'aujourd'hui encore, il est possible à un immigrant de monter un empire aux États-Unis. Henry Wan est le directeur financier de la société. Il a quitté la France pour émigrer en Californie au début des années 80. Kingston fait plutôt partie de ces sociétés qui ont été créées par cette vague d'immigrants qui est venue de Taïwan, par exemple pour nous en tant que Chinois, dans les années 60. Et ils sont tous atterris, par exemple, à Boeing, où, par exemple, très peu de gens en sont au courant que le premier jet Boeing 707, en fait, il y a eu beaucoup d'étudiants chinois, de doctorats en sciences chinois, qui ont participé au développement du 707. Et ensuite, quand il y a eu, disons, une récession à Seattle, parce que l'aviation, bien sûr, c'est très cyclique, évidemment, plusieurs gens se sont retrouvés en chômage. Et il y a eu donc une espèce de migration donc, du nord de Washington vers le sud, et qui s'est arrivé dans la Silicon Valley. John Tu et ses associés sont aujourd'hui milliardaires et sans doute les patrons les plus appréciés de toute l'Amérique. Leurs employés se sont partagés une prime de résultat de 600 millions de francs. John Tu a une idée très personnelle et anticonformiste du management. Il a fait abattre les cloisons de son bureau pour rester en contact direct avec ses employés venus des 4 coins du monde. Je pense que Kingston est une entreprise vraiment multiculturelle. Ici, il n'y a pas de culture unique, une seule nationalité représentée. Ici, il y a plein de gens qui viennent du monde entier. Parfois, les notes internes sont rédigées en plusieurs langues et ça, c'est une preuve de respect que l'on a pour les différentes cultures qui composent cette entreprise. On essaye tous d'apprendre des autres et de respecter leur culture. Ce que je fais, c'est l'anniversaire d'un collègue. Alors on lui fait la surprise de lui décorer son bureau. Je vous présente Charlie. Et ça, c'est la façon qu'on a de se dire bonjour, de se saluer. C'est une façon de se dire que tout va bien et que l'on s'apprécie mutuellement. Non, 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 non. Tu veux plutôt dire qu'on s'aime. Je veux que Charlie ait une chance de découvrir un environnement professionnel avant d'aller à la fac. Je veux qu'il connaisse le monde de l'entreprise. Le moment venu, il sera déjà prêt à nous rejoindre. Si ce pays ne nous avait pas donné une chance à David et à moi, si on ne nous avait pas offert toutes les facilités, nous ne serions certainement pas ici aujourd'hui. C'est pour cela que nous nous devons de donner quelque chose en échange. Notre devoir, c'est d'offrir la même chance aux autres de réussir, que ce soit dans notre entreprise ou ailleurs. What your country can do for you, ask what you can do for your country. Avant de venir aux États-Unis, je me souviens avoir regardé à la télé le discours d'investiture de Kennedy. Il parlait d'une nouvelle société, d'un nouvel idéal. Ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, il faut que j'y aille et que je participe à cette aventure. They're really rocking in the bones. Philadelphia, deep in the heart of Texas. Je me souviens lorsque j'ai mis pour la première fois le pied sur le sol américain à New York, ce qui m'a frappé, c'est que personne n'est venu me demander d'où je venais ou ce que je venais faire. D'entrée, j'ai eu la sensation de faire partie de ce melting pot. C'était bizarre et rassurant à la fois de savoir que j'appartenais déjà pleinement à cette communauté. Si tous les immigrés aux États-Unis ne deviennent pas milliardaires, tous contribuent au succès économique du pays.
À Miami, ce sont les milliers de Cubains qui ont fui le régime de Fidel Castro, qui ont fait décoller la Floride du Sud, aujourd'hui l'un des États les plus riches de l'Amérique. De boat people, ils sont devenus patrons de PME florissantes. La balance commerciale de Miami avoisine les 270 milliards de francs par an. Nous importons pour environ 78 milliards de francs de marchandises, nous en exportons plus de 164 milliards. Cela veut dire que Miami est l'une des rares zones douanières à enregistrer un excédent commercial. Et ça, c'est le fruit de l'expérience que les gens de Miami ont du commerce international. En fait, Miami est un endroit qui attire toutes sortes de gens qui veulent faire de l'argent. Regardez par exemple cette tasse de café. Ce café est sans doute tenu par des Cubains, mais le fournisseur qui fabrique ces tasses en papier, lui, est américain. Et même chose pour le fabricant de serviettes ou de machines à café. Toutes ces entreprises américaines profitent du business de ce petit café cubain. Grâce à la présence des Cubains, Miami est devenue la plaque tournante du commerce avec l'Amérique latine. C'est ce qui a poussé Frank Mora, un fabricant de chaussures, à quitter Porto Rico pour s'installer ici l'été dernier. Il a déjà fait fortune. Cette année, on devrait faire entre 36 et 48 millions de francs de chiffre d'affaires et l'année prochaine, on espère bien faire entre 48 et 60 millions de francs. On verse des salaires, on paye des impôts à Miami. À notre échelle, on participe en quelque sorte à la bonne santé économique de la ville, comme toutes les autres PME de Miami. Né à Cuba, Frank Mora partage sa vie avec Maria, sa deuxième femme. Il l'a rencontrée à Paris lors d'un voyage d'affaires. J'ai toute ma famille en France. Nous sommes tous français, enfin, par naturalisation. Mes parents sont arrivés en France à travers de la guerre civile, non, espagnole, mais je ne me suis jamais vraiment sentie intégrée. J'ai toujours la petite espagnole, même que j'étais un bébé quand je suis arrivée en France, j'ai toujours été la petite espagnole pour beaucoup de gens, même des amis que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup, mais ils ne pouvaient pas éviter de dire c'est la petite espagnole. Et ici, je me sens plus relax quand même. Vous êtes plus acceptés. Les gens, finalement, on sent que c'est un pays qui est fait des migrants. Alors, c'est très difficile. Il n'y a pas le racisme. Je ne crois pas qu'un immigrant est un danger. Puisque l'on parle d'immigrés, vous remarquerez que tous ces immeubles sont habités à 90% par des immigrés qui viennent du monde entier, et spécialement d'Amérique latine. L'immeuble là-bas a une belle histoire. On a investi des millions et des millions de francs. C'est le plus beau du coin. Eh bien, il a été construit par un Italien. Ça vous dit quelque chose ? Tout n'est pourtant pas rose au pays de l'immigration. Les dernières vagues massives des migrants ont provoqué l'hostilité des Américains les plus conservateurs. Mabel Diepa tient la rubrique Immigration au journal El Nuevo, un quotidien hispanophone de Miami. Là, nous nous rendons dans une famille de Nicaraguayens. Le fils est détenu depuis ce matin par les services d'immigration. Ils vont certainement l'expulser. C'est la première fois que ça nous arrive. Mon fils n'a jamais eu de problème avec la police. Il n'a jamais fait de prison. Je ne comprends pas pourquoi il l'arrête. Je ne comprends pas ce qu'on leur reproche. Ces gens sont venus ici avec l'idée de travailler dur pour améliorer leur niveau de vie. Je pense qu'on n'a pas le droit de les punir pour ça. Ce n'est vraiment pas humain de les traiter comme ça. Personne ne peut leur reprocher de vouloir réussir, d'essayer de sortir de leur misère. Les républicains veulent renvoyer tous les émigrés dans leur pays. Ils disent qu'ils sont à l'origine de tous nos problèmes. Mais de quels problèmes parlent-ils? L'économie est bien portante. En Floride, nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans. Personne n'arrive vraiment à comprendre ce mouvement anti-immigré. Ils refusent de voir la réalité qui montre bien qu'en fait, les immigrés ont un impact positif sur l'économie de ce pays.
Symbole du durcissement des positions à l'égard des immigrés, la frontière mexicaine. Un mur édifié par les Américains est surveillé 24 heures sur 24. Le mot d'ordre, on ne passe plus. Résultat, les agriculteurs américains aujourd'hui manquent de main-d'œuvre. Les Mexicains saisonniers qui passaient la frontière pour venir faire la cueillette ne sont plus à l'appel et on manque de bras. Manuel Cunas est le président de l'Association des fermiers californiens. Régulièrement, il fait la tournée des vignes et des vergers pour tenter de remonter le moral des exploitants. Fred, comment ça va? Partout, c'est le même discours, on réclame le retour des Mexicains. Nous, on a besoin d'eux. Actuellement, nous avons embauché 15 000 personnes, mais il nous en faudrait 1 millier de plus. Il te manque 1000 ouvriers? On pourrait en embaucher 1000 demain. Ce genre de travail, les Américains ne veulent pas le faire. On le constate de plus en plus. Et on dit qu'on a 16% de chômeurs. Pourquoi ils ne viennent pas travailler ici? Mais le durcissement de la position américaine en matière d'immigration a surtout changé la vie des travailleurs mexicains. La rue César Chavez à San Francisco est devenue le point de ralliement des clandestins. Dès 7 h du matin, ils viennent tenter leur chance à l'embauche. Pour beaucoup d'employeurs, c'est une occasion d'augmenter les horaires et de baisser les tarifs. Virginia Lopez est avocate dans une association de défense des immigrés. Tous les jours, elle tente de mobiliser les clandestins. Que vous ayez des papiers ou non, vous avez droit au même traitement que les autres. Vous le savez? Vous avez des problèmes particuliers? Oui, les employeurs en profitent parce qu'ici, il y a beaucoup de clandestins qui n'ont pas le choix. Comment vous dire? Ils en profitent pour nous rabaisser, pour nous traiter. Enfin, ils nous payent moins que les autres. Ils ne vous donnent pas le choix. Ou vous acceptez leurs conditions, ou ils vont voir ailleurs, c'est ça? Oui, et quand on réclame notre paye, ils nous envoient promener. Ils nous disent de revenir un autre jour. Et comme par hasard, ce jour-là, la bonne personne n'est pas là. Beaucoup d'employeurs profitent de la nouvelle situation. Ils les embauchent, les font travailler plusieurs jours et à la fin du travail, ils les payent à peine. En fait, ils les mettent en confiance, juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit de les payer, il n'y a plus personne. La situation se dégrade de plus en plus. Les employeurs ont de moins en moins de scrupules. Avant toutes ces lois contre les immigrés, ils étaient beaucoup plus réservés. Même s'ils avaient du mépris pour cette main-d'œuvre, ils ne le montraient jamais. Mais depuis toutes ces lois, comme je vous l'ai dit, ces pauvres gens sont complètement à leur merci. Aujourd'hui, les employeurs ne se gênent plus. C'est la porte ouverte à tous les abus et à toutes les injustices. Ce durcissement de la politique américaine en matière d'immigration mobilise une grande partie de la communauté latino-américaine. Qu'ils soient légaux ou clandestins, les immigrés tiennent à rappeler à l'administration Clinton qu'ils représentent une force électorale, mais aussi une force économique. Les publicitaires, eux, l'ont compris depuis longtemps. Les émigrés représentent une manne considérable. À la télévision, toutes les pubs sont traduites dans toutes les langues, à commencer par l'espagnol. Les latino-américains ont un pouvoir d'achat de 2000 milliards de dollars. Oubliez donc l'anglais, on s'adresse à eux en espagnol pour être sûr de mieux les toucher. Les dollars ne connaissent pas les frontières linguistiques. Aujourd'hui, chaque minorité ethnique a ses chaînes de télévision. Conscientes du recul de l'anglais, les plus grandes agences de pub ont fait appel à des créatifs d'origine chinoise, hispanique ou arabe. Leur stratégie, conjuguer dans toutes les langues le verbe consommer. La première chose dont a besoin un immigrant, c'est d'un docteur et d'une banque. Ensuite, si c'est possible, c'est d'acheter une maison ou un appartement. C'est ce qu'ils veulent en premier.
Il est évident que si quelqu'un s'adresse à eux dans leur langue natale, il aura plus de chances de les avoir pour clients. Ça, c'est une campagne que nous avons réalisée pour le Nouvel An chinois. En gros, cela signifie que si vous laissez votre argent dans une banque, c'est comme si votre dieu de la fortune s'endormait, alors que si vous confiez votre argent à Charles Schwab, vous réveillerez votre dieu de la fortune. En chinois, cet idéogramme signifie argent. Symboliquement, en le multipliant, cela est censé vous amener la bonne fortune. Avec 4 millions de clients, Charles Schwab est l'un des plus grands courtiers en bourse des États-Unis. Ce jour-là, il inaugure dans la Silicon Valley une nouvelle succursale pour ses clients d'origine asiatique. Plus que tous les autres Américains, les Chinois investissent énormément. Nous avons commencé à nous intéresser au marché des Américano-Asiatiques en 1990 et nous n'en sommes qu'au début. C'est un marché énorme, en pleine expansion. Nous avons déjà en Floride une agence pour notre clientèle latino-américaine. Et ici, à San Francisco, nous avons l'intention d'ouvrir des succursales pour les communautés asiatiques, comme les Coréens et les Vietnamiens. San Francisco a pleinement profité de la rétrocession à la Chine de Hong Kong. Massivement, les Chinois ont investi dans les banques asiatiques de la cité californienne de l'autre côté du Pacifique. En 2002, on estime que 50% des habitants de San Francisco seront d'origine asiatique. À tous ceux qui redoutent que l'identité américaine finisse par se diluer dans le flux toujours plus important des immigrés, l'an dernier, le président Clinton a répondu de la manière la plus spectaculaire. Au cours de cérémonies de masse comme celle-ci, plus d'1 million d'immigrants sont devenus des citoyens américains à part entière. Ils sont l'Amérique de demain. Chacun doit toujours être libre de faire ce que bon lui semble. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressent lorsqu'on vit aux États-Unis. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais dans ce pays, vous trouverez toujours une occasion de rebondir. Parce qu'ici, on vous laisse accomplir vos rêves. Les citoyens de ce pays forment une grande communauté où chacun peut trouver sa place. Les immigrés n'apportent pas uniquement avec eux leur volonté de réussir, mais aussi leur culture. Bien sûr, certains sont de vrais cons, mais dans l'ensemble, nous sommes une vraie chance pour ce pays. Pour nous, le rêve américain s'est réalisé. L'Amérique m'a donné ma chance, et moi, je pense lui avoir apporté quelque chose. En 2050, un Américain sur 2 appartiendra à une minorité ethnique.